Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la petite enfance. Vous êtes la fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et membre de la commission des 1000 premiers jours. Vous avez un parcours dans l'éducation qui est particulièrement inspirant et c'est ainsi que j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes intéressée à l'éducation et pourquoi vous en faites votre vie professionnelle aujourd'hui. Oui, c'est une bonne question, Stéphanie. C'est un sujet qui vous quitte pas. Depuis la petite enfance, j'étais une enfant qui était souvent malade et j'ai probablement été bien soignée. Je nourrissais le souhait de devenir pédiatre. Et puis mon papa m'a dit que j'étais vraiment pas bonne en maths, ce qui était vraiment le cas. Mais bon, j'aurais dû approfondir. Donc je me suis dirigée vers d'autres études et j'ai fait du droit. Mon papa me disait il faut vraiment apprendre à faire des synthèses. Donc j'ai appris à faire des synthèses et je me dirigeais vers l'école de la magistrature pour être juge pour enfants. C'était mon souhait. On voit là le fil rouge qui commence à bien être présent et à faire son chemin. Et puis quand j'ai eu ma première fille, mon premier bébé en 94, ça a été une révolution comme pour la plupart des parents, une véritable révolution. Je découvrais ce que c'était que devenir parent et j'ai viré ma cutie. J'ai fait des études d'éducateur de jeunes enfants. Je suis devenue éducatrice. À ce moment-là, je trouvais pas de lieu suffisamment chaleureux, bienveillant, qui tienne compte aussi du point de vue des parents pour confier mon bébé. J'entendais parler de garde d'enfants. Pour moi, on garde pas un enfant, on s'en occupe et ça nécessite beaucoup de compétences. Et puis après, j'ai poursuivi, j'ai fait un master 2 en sciences de l'éducation et j'ai créé des structures d'accueil, mais aussi de suivi et d'accompagnement de la qualité éducative. Et puis j'ai eu un deuxième bébé, un troisième, et pour moi c'est tout un champ qui s'ouvrait. C'était extraordinaire de devenir parent. Et voilà, je me suis plongée à fond dans cette activité qui est loin d'être une activité anodine parce qu'on a tous été enfants. On a tous vécu des choses plus ou moins complexes dans notre enfance, parfois qui ont dirigé notre parcours de vie. Parfois, des grandes émotions vous basculent, vous font basculer vers d'autres voies. Et ça m'a semblé vraiment fondamental de s'intéresser à ce qu'est le tout petit, comment son cerveau fonctionne, comment tout l'impact de son environnement quotidien va finalement pouvoir influencer sa vie. Et j'ai appris que rien n'était déterminé à la naissance, que la génétique avait une grande part évidemment de notre évolution, mais que l'épigénétique, c'est-à-dire l'impact de l'environnement quotidien qui va s'exprimer dans les gènes et qui fera que nos générations changent, a énormément d'importance pour le développement des tout petits, avec un cerveau extrêmement malléable et qui permet donc de corriger parfois des complications de naissance. Donc le fait qu'il n'y ait pas de déterminisme va vraiment ancrer dans ce travail auprès des tout petits, en lisant beaucoup, en rencontrant beaucoup de spécialistes dans l'ensemble des pays du monde. J'ai travaillé en Australie, j'ai eu cette chance de travailler au Québec, en Inde aussi, dans des milieux très très défavorisés, et toutes ces expériences ont vraiment nourri ma vision que l'éducation, c'est le vecteur le plus puissant pour changer le monde. C'est en particulier Nelson Mandela qui l'a dit il y a longtemps. Et pour ça, il faut tout un village. Chacun, à notre niveau, on vient poser une pierre à cet édifice qu'est le développement de l'enfant et la construction d'une société, parce que on a tous été enfants et on va tous devenir un acteur de notre société. Donc, si on peut être un acteur engagé, en toute connaissance de cause, que les humains, cette force humaine, elle est fondamentale pour bâtir un monde meilleur, eh bien, on a tous besoin d'être ensemble, c'est-à-dire les organisations internationales, je pense à l'UNESCO, l'OCDE, qui ont une grande part de littérature scientifique sur le sujet, de faire monter ce niveau de conscience collective au niveau des États, que ce soit vraiment au niveau en haut de l'agenda
de l'ensemble des États, mais aussi des organisations nationales, et puis au niveau des régions, des départements, des communes. On est tous concernés par la petite enfance. Et quand je vais à Oslo, parce qu'on va régulièrement travailler avec nos amis en Norvège, tout respire l'enfance dans la rue. On traverse la rue, tout le monde est attentif au petit qui est là, évidemment, avec ses parents, mais qui peut faire un pas de côté, aller un peu trop vite, parce qu'il peut pas réguler ses impulsions, c'est normal. Et finalement, on se rend compte que dans certains pays comme la Norvège, eh bien, et le Québec d'ailleurs, et l'Australie, où j'ai travaillé, l'ensemble de la communauté est concernée par les jeunes enfants qui sont autour de nous, autour d'elles. Et ça, pour moi, c'est le signe de construction d'un monde qui devrait être meilleur. Et puis la pandémie et les crises qu'on vient de traverser, et d'autres qu'on va évidemment traverser, nous font dire que l'humain, c'est ce qui va nous permettre de traverser ça. Ben, bien sûr. Et notre plus grande force, c'est d'être reliés les uns aux autres pour arriver à bâtir ce monde meilleur. Parce que quel est votre constat aujourd'hui du traitement de la petite enfance en France ? Tout dépend de la façon dont on le traite dans l'ensemble de nos pays. On regarde en général la façon dont un pays traite ses enfants pour voir comment il va. En tout cas, ça a été les mots très forts de Rokhaya Diawara à notre congrès international qui s'est déroulé il y a 2 jours, avec 30 pays et de très très nombreux participants de l'ensemble de ces pays. Dans un pays comme le nôtre, et l'OCDE s'en fait l'écho, on est encore au 27e rang sur 35 dans la qualification, l'accompagnement, la professionnalisation des métiers de la petite enfance. Donc nos professionnels qui ont des connaissances, qui ont un très bon, sûrement une approche de vouloir tout bien faire auprès des enfants, c'est malheureusement une population qui est peu formée, qui est pas assez outillée pour comprendre la complexité du développement d'un enfant. Par exemple, à peu près une naissance sur 100 sont des enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique, et quand on n'est pas formé, on peut passer à côté d'opportunités extraordinaires d'aider ces bébés, hein, et quand on n'a pas les clés, eh bien on laisse passer ces opportunités. Et ça, c'est extrêmement douloureux quand on est un pays quand on travaille dans un pays qui investit pas encore suffisamment sur ce plan-là, c'est-à-dire accompagner, professionnaliser ces métiers, donner des outils, proposer des formations beaucoup plus étayées, plus mises à jour sur tout ce qu'on sait aujourd'hui du développement neuronal, les neurosciences, l'épigénétique. Si on a ces clés-là, évidemment, on va agir différemment. On va détecter des difficultés dans le développement de l'enfant dès le début, sans perdre de temps. On est formé au dialogue avec les parents. On accompagne l'enfant dans toute sa diversité, toute sa complexité, et on l'accompagne sur le chemin de la vie. Et ça, je pense qu'en France, il y a des pierres qui ont été posées sur le chemin, et maintenant il faut bâtir la maison. C'est-à-dire renforcer ses compétences, regarder l'international, ce qu'on fait. Ça, c'est en particulier, c'est le cœur de métier de l'association, pouvoir partager toutes ces données pour être le mieux outillé possible, et puis se dire que, eh bien, nos professionnels, oui, ils ont besoin d'être formés au moins 3 ans, parce que c'est complexe, et puis on les met en difficulté quand ils sont pas suffisamment outillés. Et également, dans le même sens, accompagner les parents, parce que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, vous le savez bien, et ils ont besoin de clés, parce que bien sûr, un bébé, et il y a de grandes chances pour qu'il se développe très très bien dans les meilleures conditions, mais s'il y a des petits soucis sur sa route, eh bien c'est important que le parent puisse être accompagné aussi, soutenu. Et je vais vous parler des maisons des 1000 premiers jours, parce que c'est une initiative issue du rapport et qu'on avait déjà démarré même avant le rapport, puisque j'ai connu cette initiative quand je travaillais en Australie dans les années 2000, et qui est un accompagnement extraordinaire à la parentalité.
Vous pourriez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, il y a eu ce rapport qui a été une commission à l'origine installée par le président de la République en 2019, et bon, dans ce rapport, on a travaillé ensemble sur un consensus scientifique sur ce qu'est l'enfant aujourd'hui. À date, c'est extrêmement intéressant de partager le lien. Vous le trouverez sur le net très facilement. Je pense à l'ensemble de nos auditeurs. Et ce consensus scientifique, il est important pour comprendre l'état de la science aujourd'hui, pour accompagner le développement de l'enfant. Donc il est multidimensionnel, c'était une commission très interdisciplinaire, extrêmement intéressante, et on a réussi en France à faire ce que certains pays n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire s'entendre sur ce consensus scientifique. Et puis on a fait des propositions en tant que membre. L'une des propositions que j'ai coordonnées en particulier, c'était l'allongement du congé de naissance pour les papas. Et pour ça, j'ai travaillé avec 2 pays que sont le Québec et la Norvège, qui étaient représentés dans cette commission. À 3, on a vraiment expliqué qu'il faut du temps pour devenir parent. Ce temps-là, il est incompressible. Parce qu'on devient parent, on ne naît pas parent quand le bébé arrive. C'est tout un processus qui se met en place. Et ce consensus scientifique, il est vraiment important à lire quand on est parent et professionnel de la petite enfance. Et donc dans les propositions, j'ai partagé mon expérience en Australie, qui a été pour moi une expérience fondatrice à 2 niveaux. La première, c'est que quand j'ai commencé à travailler en tant que facilitatrice, on m'a dit, ben voilà, tu crois que tu sais des choses sur l'enfant, mais en fait, bon, il y a toute une posture qui est importante, parce que c'est le parent qui sait, c'est le parent qui a porté son bébé, c'est le parent qui connaît son histoire, qui connaît l'histoire de la famille. Ce bébé, il vient dans un contexte culturel, il est rattaché à évidemment une histoire, des racines. Et tu es facilitatrice. Alors là, pour moi, ça a été un mot magique, parce que j'étais bien persuadée que je savais pas, ou je ne savais pas grand-chose. Et devenir facilitatrice, tout d'un coup, ça a ôté cette pression du professionnel qui doit absolument tout savoir sur le développement, sur cet enfant-là. Eh ben non, c'est pas possible. Et puis c'est pas juste, surtout. Il faut être très humble dans nos métiers, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Donc on est dans des métiers de lettres. On essaye de creuser, avoir des connaissances, bien entendu, et puis de regarder tout l'écosystème autour de cet enfant. Mais surtout, il y a des tas de choses qui nous échappent. Donc on va rester en veille, on va être attentif, on va poser des questions aux parents, on va rentrer dans un dialogue avec l'enfant. Et ça, ce dialogue, j'insiste beaucoup sur ce terme, parce que on dit beaucoup, on socialise les enfants, on parle aux enfants, c'est une petite parenthèse, mais qui a beaucoup d'importance pour moi. En réalité, l'enfant, c'est un être social par excellence, on va pas le socialiser. En revanche, on va lui parler, mais surtout, on va le faire parler. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas beaucoup dans nos écoles, quels que soient les métiers dans la petite enfance, dans la protection de l'enfance, dans l'éducation nationale. Il suffit de poser une question à un bébé et de regarder son langage non verbal, on a la réponse. On a la réponse. Faire parler les bébés, entrer en dialogue avec les bébés, c'est fondamental. Tout ça pour vous dire que la proposition que j'ai faite, et j'étais contente de partager cette initiative en Australie, et cette deuxième enseignement, c'était que les parents sont véritablement ceux qui ont besoin d'être probablement le plus outillés auprès de leur bébé, parce que quand les professionnels ont fait leur travail, quand on a été directrice de crèche, d'une école, etc., eh bien on n'est plus vraiment là dans l'écosystème de l'enfant. C'est le parent qui va rester très présent autour de son enfant pendant toute sa vie, parce que le développement, ça dure toute une vie. Et ces liens-là, quand ils sont bien tissés, serrés, ils sont très solides. Et l'enfant, il a cette base de sécurité affective que sont ses parents pendant toute sa vie, en tout cas jusqu'à ce qu'il soit là jusqu'au dernier moment auprès d'eux. Et quand j'ai travaillé donc dans ce qu'on appelait des cottages, il y en a dans tous les quartiers en Australie. Aujourd'hui, en France, nous on les a appelés, enfin l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance que je représente, les a nommés les maisons des 1000 premiers jours.
Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu en effet, c'est devenu des lieux qui existent déjà, des lieux d'accueil de la petite enfance, mais avec ce maillon qui est cette prévention précoce pour tous les parents qui donnent naissance à leur bébé en France aujourd'hui, et c'était le cas en Australie. On installe ce maillon, eh bien, dans les maternités, dans des lieux de type crèche, lieux d'accueil parents-enfants, écoles maternelles, des lieux qui ouvrent le samedi matin, qui prolongent leur accueil le samedi matin ou qui ouvrent un moment le soir. En tout cas, l'idée, c'est que quand on devient parent, on a besoin de pas être seul. Et ça, c'est fondamental. La grande solitude, je pense qu'il y a énormément de parents qui l'ont expérimenté et parfois avec des dégâts terribles parce que quand un bébé pleure, on peut être complètement désarmé, on peut être dans une détresse absolument terrible. Parfois, ça nous amène à des gestes qu'on n'aurait même pas imaginés en devenant parent. Et cette grande solitude, elle est le creuset de tous les maux de la société en réalité. Et cette maison, moi je l'ai vécue il y a 20 ans maintenant en Australie, ça a complètement changé mon idée du métier et ma perception du métier puisque je l'ai vécu dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Et je me suis dit, mais plus jamais je travaillerai autrement. On est des facilitateurs. On est des facilitateurs d'abord de la relation entre les parents et leurs enfants, parce que c'est ça qui fait que ça les attache à la vie, ces bébés. On est des facilitateurs avec les autres parents aussi, parce que on a besoin, on partage les mêmes impressions, les mêmes inquiétudes, les mêmes difficultés au quotidien, et quand on se retrouve entre nous, ça fait du bien. On est dans une communauté d'appartenance, et cette communauté, elle est fondamentale. Donc ce groupe, il dure 1 an. Pendant la première année de vie, qui est la fenêtre d'opportunité la plus importante de la vie, et en même temps la fenêtre de vulnérabilité qui est la plus prégnante. Et ce groupe, eh bien, ce sont les maternités, les maisons de naissance, les sages-femmes qui nous disent, voilà, il y a des bébés qui naissent. À Arras a commencé cette première maison des 1000 premiers jours, qui a été inaugurée par le président de la commission des 1000 premiers jours, le docteur Boris Cyrulnik. Et jamais j'aurais assez de mots forts pour le remercier de tout ce qu'il fait pour nos sociétés. Et Boris Cyrulnik est venu, il a inauguré cette maison qui accueille donc ses parents qui donnent naissance à leur bébé. Donc dès qu'il y a 10 bébés qui sont nés, il y a plus de 10 parents autour d'eux et on crée un groupe. Et le facilitateur que je suis redevenue avec Françoise, que je remercie infiniment, qui m'accompagne dans cette mission, eh bien on ouvre un groupe dès qu'il y a 10 enfants. Pour l'instant, on l'a fait évidemment bénévolement pour démontrer tout l'impact et l'intérêt de ces maisons. Et donc ces familles viennent 1h30, 2 fois par mois, et elles se retrouvent entre elles. En tout cas, c'est le même groupe de parents qui se retrouvent. Toute la différence avec les fonctionnements qui existent déjà. C'est pour ça que ce maillon, il peut aller compléter des fonctionnements dans d'autres lieux. Quand on s'assoit autour, on fait un grand cercle, les bébés sont au milieu. Il y a des mamans qui allaitent, il y a beaucoup de papas qui viennent aussi, et on engage un dialogue. Le facilitateur, il est là pour faciliter la relation entre chacun. Il n'est pas du tout là pour dire moi je sais, je vais vous apporter des connaissances. Il est là d'abord pour tisser de la relation de confiance. Et cette relation de confiance, elle est absolument fondamentale parce que elle va permettre à ses parents de s'épanouir, à ces bébés, d'avoir une réponse à leurs besoins. Et je vais vous donner des exemples, bien sûr, et à toute cette communauté de démarrer leur vie de parents dans les meilleures conditions. Et je peux vous assurer que les parents, ils oublient jamais de venir. Faudrait qu'ils soient. Alors il y a eu des cas de Covid, bien sûr, il y a eu des parents qui étaient malades, il y a eu des bébés qui avaient de la fièvre, qui allaient pas très bien, mais il faut vraiment qu'il y ait un cas de force majeure pour qu'ils soient pas là au groupe. C'est leur point de rattachement, parce que là se tissent ces relations de vérité, et le facilitateur, il vient partager des ressources qui sont à jour. Quand des mamans nous expriment que leur propre maman leur a dit
Ah, mais ma pauvre chérie, t'es tellement fatiguée. Mais arrête, détache-toi de ce bébé là. Mets-le à l'autre bout de l'appartement. Il pleure, il pleure. Laisse-le pleurer. Il fait ses poumons. Et qu'elle vienne en larmes au groupe en me disant, en nous disant, mais je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas bien ce que je fais. Et nous on leur dit, faites-vous confiance. Ces groupes-là, ils viennent redonner le pouvoir d'agir aux parents parce que c'est eux qui sont en première ligne avec leur bébé. Vous avez raison de vous poser des questions. Votre bébé, avant, c'est ce qu'on disait, mais c'était la connaissance qu'on avait. Aujourd'hui, on a cette connaissance scientifique, on a des imageries cérébrales, on a beaucoup de données sur le développement de l'enfant. On sait, par exemple, que quand un bébé pleure, il fait pas ses poumons. Ça c'est quelque chose qu'on pouvait imaginer avant, c'était des croyances. Il faut déconstruire ces croyances. Il développe pas du tout ses poumons. Au contraire, il abîme son cerveau. Quand un bébé pleure, eh bien, aujourd'hui, on sait, il y a ce langage universel des bébés. Quand il pleure d'une certaine façon, c'est qu'il a faim. Quand il pleure d'une autre façon, c'est qu'il a besoin d'un câlin. Parce que ça, c'est un besoin fondamental pour se développer. Un bébé seul n'existe pas. Quand il pleure d'une autre façon, c'est qu'il a sommeil, etc. Il y a ce langage universel des bébés qui existe dans tous les pays du monde et tous les bébés pleurent de la même manière à la naissance parce qu'ils expriment des besoins fondamentaux. Et si l'adulte n'est pas là pour les répondre, ils peuvent pas aller dans la cuisine se chercher un biberon, se nourrir ou se dire tiens je vais aller rejoindre mon lit parce que maintenant je suis fatiguée. Donc les parents, c'est leur job de parents et en même temps on les décomplexe parce que on partage avec eux toutes ces connaissances de voilà, il y a des ressources. Vous allez explorer telle ressource, telle autre, parce que quand un bébé pleure, il a des besoins, c'est physiologique. Ces pleurs qu'il émet sont des pleurs qui sont des réflexes physiologiques. Donc, on peut apprendre quand on observe bien son bébé, on voit bien qu'il pleure pas de la même manière, sa posture n'est pas identique quand il a faim et quand il a sommeil, par exemple. Et ça, une fois que les parents ont ces ressources-là, ils sont sereins dans leur fonction parentale. Ça résout pas tout, mais c'est déjà des ressources très très précieuses. Parce que finalement, ces bébés, leur prosodie va changer quand ils vont grandir et autour de 4 mois, les bébés vont pleurer différemment pour exprimer des mêmes besoins parce que la langue maternelle vient se poser sur cette musique de la langue qu'est la prosodie. Donc ça veut dire qu'il faut du temps pour devenir parent et que pendant ce temps-là, les États doivent nous donner la possibilité avec ces congés de naissance au moins 4 mois, au moins, c'est le minimum. 1 an, c'est le temps qu'il faut pour apprendre à comprendre son bébé, à interagir avec lui, et cette phase d'accordage qui fait que le bébé va aussi s'ajuster à ses parents et les parents évidemment répondre au mieux aux besoins de leur bébé. On n'a pas en France par exemple, on n'est pas aussi bien lotis qu'au Québec ou dans les pays nordiques, donc on a ces maisons des 1000 premiers jours qui se mettent en place maintenant dans les quartiers avec tout un réseau de partenaires, et des grandes fondations qui nous aident à mettre en place ces maisons parce que ça permet un bon départ dans la vie et ça permet aussi vraiment de se donner le temps nécessaire. Ce sont des bulles de retrouvailles pendant la première année de vie. Et ensuite, les parents se connaissent et ils créent des réseaux de solidarité qui sont extrêmement efficaces et importants pour toute la société. Donc, il y a des compensations qui existent. Cette compensation-là, elle est absolument essentielle et elle est d'intérêt général. Donc, pour les parents, c'est gratuit. Et puis, souvent, ils ont à cœur d'amener un morceau de gâteau, un sachet de thé. On partage ensemble un ADN commun qui est ce tout petit, fragile, mais en même temps tellement prometteur, à qui on a à cœur de donner le meilleur pendant ces premiers temps de vie. Donc voilà à quoi ressemble en fait cette niche sensorielle, comme dit le docteur Boris Cyrulnik, et ce village autour du bébé
Et quand les mamans sont isolées, parce qu'il y a quand même beaucoup de familles monoparentales, quand ces familles sont isolées, quand elles cumulent des facteurs de vulnérabilité, eh bien on est là dans la balance à apporter des facteurs de protection qui vont permettre à ces parents de prendre aussi le meilleur départ possible. Et j'en profite pour vous demander si vous pourriez nous parler aussi des actions de votre association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, oui. Parce que du coup on a pas mal parlé de la commission de votre statut de membre de la commission des 1000 premiers jours. Mais c'est vrai que j'aimerais en savoir plus aussi sur cette association qui fait beaucoup de belles choses pour la petite enfance. Merci Stéphanie. En fait, c'est assez imbriqué. Donc, dans notre association, elle est d'intérêt général. Donc, si je fais un appel aux dons aussi, si vous avez envie de nous rejoindre, de devenir membre, de faire des dons à l'association et de devenir ambassadeur de ces messages, mais aussi d'être bénévole auprès de nous. On recrute tous les jours des membres, des bénévoles, et vraiment ça nous fera très très plaisir d'accueillir des parents, des professionnels qui s'y retrouvent dans ce que je partage aujourd'hui avec vous. L'association, c'est un centre de ressources. En fait, on travaille avec beaucoup de pays, des pays qui nous semblent développer des postures, mais aussi des connaissances sur la base de la science, qui vont nous aider à étayer les professionnels qui à leur tour étayent les parents et accompagnent les parents. Donc on travaille avec beaucoup de pays, on est un centre de ressources international en réalité, qui avec ces éléments travaille avec l'université d'Harvard, qui a plusieurs masters sur le sujet du développement de l'enfant, mais aussi en Norvège, au Québec, avec le centre d'excellence sur le développement de l'enfant et beaucoup de partenaires au Québec. Et de tout ça, de tout ce qu'on nous confie, on en fait quelque chose qu'on ajuste à la coloration française. On fait beaucoup d'adaptations culturelles parce que ce qui existe dans certains pays, ce qui peut être utile en termes de connaissances, mais aussi de déploiement, d'action, ne va pas forcément être le plus intéressant pour notre pays. Donc on passe beaucoup de temps à faire des pilotes, des expérimentations de ce qui existe ailleurs, et on regarde quelles sont les variables d'ajustement et comment on peut déployer de la sensibilisation, c'est-à-dire du partage de connaissances fondamentales sur le développement de l'enfant, mais aussi des actions de terrain auprès des professionnels dans les meilleures conditions. Et pour ça, on travaille avec les professionnels, c'est-à-dire on co-construit avec les professionnels des actions, parce que finalement c'est ce qu'il y a de plus durable. Si on veut que les professionnels se saisissent, et en fait c'est pas nous qui voulons, c'est eux qui souhaitent se saisir de ces sujets, parce qu'ils sentent bien que l'outillage qu'ils ont est pas forcément toujours à jour, ou qu'il leur manque des éléments pour bien comprendre. Par exemple, les premiers signes autistiques dans ce spectre qu'est ce trouble qui est très très large. On peut voir dans le regard d'un bébé dès 3 mois que il suit pas suffisamment le regard de l'adulte, et ça, il faut du temps, il faut de la connaissance. Donc cette prise de conscience, elle se fait progressivement, que les professionnels ont besoin évidemment d'être outillés. Ils méritent le meilleur pour accompagner à leur tour les parents et leurs équipes et les enfants. Et ça, on les met en difficulté en fait quand ils reçoivent pas l'outillage nécessaire. Et je pense beaucoup à eux. Moi, j'étais directrice de crèche aussi, et ça a été un moment dur dans ma carrière parce que je sentais que j'avais pas les outils en fait. J'avais pas la connaissance suffisante pour accompagner ces bébés, ces enfants et en particulier leurs parents et puis mon équipe. Donc c'est le cœur du travail de l'association. Concrètement, on fait des grandes actions de sensibilisation en tant que centre de ressources sur l'ensemble des territoires français, en axant nos priorités sur les territoires les plus vulnérables. Il se trouve que j'ai eu cette chance de travailler, j'étais coprésidente de la commission petite enfance dans le cadre du plan pauvreté avec le maire d'Arras, et on a pris conscience aussi avec tous les professionnels sur le terrain de l'immensité du sujet
que c'est et de la très grande difficulté de certains territoires qui cumulent des facteurs de risque avec des taux de vulnérabilité, de taux de pauvreté dans certains quartiers qu'on appelle politique de la ville, dans lesquels on va agir en priorité. Ça, c'est la priorité de l'association. Donc, on a eu des grandes actions comme le train Petite Enfance et Parentalité, qui a fait le tour de toute la France, qui s'est arrêté dans le cœur des villes, dans les gares, où on avait 300 mètres de contenu très interactif sur le développement de l'enfant. Il y a des parents qui sont montés dans le train, et à la sortie du train, qui disaient, mais je comprends, enfin, je pensais, j'ai déscolarisé mon enfant, mais en fait, je comprends qu'il est intelligent, parce qu'il a compris les choses, on a fait des jeux ensemble, on s'est parlé, et puis il nous a fait des réponses, et je comprends que mon enfant il a besoin d'être accompagné. On a eu des réactions extraordinaires de parents aussi analphabètes qui venaient visiter le train comme ils auraient visité le parcours d'un grand marchand de meubles qu'on connaît le dimanche, et qui finalement à la visite prenait conscience que un bébé c'est fragile, la maltraitance c'est inacceptable pour une société, et que il faut s'outiller en tant que parent pour éviter de tomber là-dedans, parce que ça abîme le cerveau et parfois pour toujours, que en répondre aux besoins des enfants, eh bien c'est une priorité nationale, qu'on n'en fait pas des tyrans parce qu'on répond à leurs besoins, c'est des besoins fondamentaux. Si on n'y répond pas, on les abîme. Donc c'est très important d'avoir ces connaissances-là. Et puis c'est important aussi de savoir que finalement, dans ces actions de sensibilisation, c'est ce que nous disent les parents. On a besoin de bien se traiter soi-même pour bien traiter nos enfants. Et ça, ces grandes actions de sensibilisation comme le train, par le parcours 1000 jours qui s'appelle Comprends-moi, qu'on déploie dans les villes, à l'échelle des communautés de communes, des départements aussi. C'est un parcours avec une centaine de panneaux qu'on a coproduit grâce à toutes ces connaissances à l'international, mais aussi avec les parents et les professionnels. Ce sont des messages des parents, ce sont des photos de leurs enfants, c'est du vrai, c'est de la réalité humaine. Et ces parents, ils expriment que certaines connaissances les ont énormément aidés à mieux comprendre le développement de leurs enfants, et puis à mettre en place des actions qui sont importantes pour leur développement. Voilà, donc ça c'est la sensibilisation, c'est le volet sensibilisation. Puis il y a un volet action dans notre association où on déploie une action qui s'appelle Accompagne-moi. Voilà, le titre veut dire beaucoup de choses. Accompagne-moi est issu de cette première recherche en santé sociale en France avec l'INSERM et l'Université de Bordeaux, et on a cherché à comprendre comment les compétences sociales, on en a fait un congrès il y a 2 jours, vous le verrez sur nos réseaux sociaux internationaux, comment les compétences sociales qui se développent in utero, et qui sont très présentes à la naissance, parce qu'un bébé, il a besoin d'être attaché à l'autre, il va chercher du regard, et s'il trouve personne, il n'existe pas. Comment ces compétences sociales sont le socle du développement global. Et qu'est-ce que nous dit la littérature scientifique à ce sujet? Et puis on a développé, à partir de ça, une action avec 2 volets. La première, c'est un mécanisme qu'on travaille avec tous les professionnels d'une ville, qui s'appelle une amélioration continue des pratiques éducatives. On part de l'existant, d'un état des lieux, un autoportrait des pratiques éducatives dans toutes les équipes, PMI, protection de l'enfance, petite enfance, école maternelle, les professionnels travaillent ensemble. On regarde où on en est dans nos pratiques éducatives, et puis on ouvre cette malle pédagogique, et dedans, on va aller chercher tout ce qui vient renforcer d'abord les compétences de l'ensemble des équipes, et puis ensuite, après, on va relever les défis, et on va piocher dans cette malle les outils issus de la science qui vont pouvoir travailler ce qui sont les défis dans ces équipes, et notamment les compétences sociales, parce qu'on se rend compte que finalement
ça a été le vecteur commun des équipes, on a besoin d'être outillé sur la gestion des émotions, la régulation émotionnelle, les compétences exécutives, tout ce qui fait que les enfants grandissent dans leur maturité cérébrale, que les connexions se mettent en place et qui vont arriver à l'école le mieux outillés possible, sans jamais faire de surstimulation, bien entendu. Et ça, pour s'appuyer sur ce travail-là, on utilise 2 marionnettes, Pilou et Filou, qui sont issues de cette recherche, qui sont les marionnettes de l'empathie, un éléphant et un petit singe, qui, grâce à des ateliers avec les professionnels, vont permettre d'encourager ces compétences sociales, cette régulation émotionnelle, tout ce qui est compliqué aussi quand on vit en communauté, et Dieu sait que c'est pas facile quand on est tout petit. Comment ça va les aider à grandir dans leurs compétences sociales, pour que ces connexions neuronales entre le cortex orbitofrontal et les 2 autres cerveaux, le cerveau reptilien et le cerveau émotionnel, se fassent dans les meilleures conditions, sans jamais sans se mettre à la place de l'enfant, en fait. C'est l'enfant qui à son rythme fait son développement, mais on vient petit à petit lui donner des outils grâce à cette formation et cet accompagnement des professionnels. Et à la fin de cette démarche, on fait cet autoportrait des pratiques pour voir, et là on a une mesure d'impact qui est incroyable, parce que évidemment chaque équipe a travaillé avec ses forces et ses défis, et puis on vient outiller l'équipe, et ensuite le centre de ressources après ce travail avec les équipes travaille en soutien des besoins qui s'expriment dans l'ensemble de ces milieux, petite enfance et éducation nationale. Donc c'est un travail très construit qui répond à des besoins, parce que sont les professionnels qui viennent vers nous et les villes en nous disant voilà, on est prêt, on voudrait rentrer dans cette démarche accompagne-moi, et ça prend entre 18 mois et 3 ans, mais c'est un travail qui est extrêmement intéressant, parce que aussi on croise nos regards et on accompagne la communauté à partir de ses besoins. Donc ça s'appelle Accompagne-moi, et c'est tout nouveau. On attend la publication scientifique cet été par l'INSERM et l'Université de Bordeaux, et ça a fait l'objet d'un congrès majeur, donc il y a 2 jours, avec l'UNESCO et l'OCDE, parce que finalement tous les pays se rendent bien compte que il y a cette littérature scientifique qui est essentielle, qui nous permet de voir que quand un bébé a des relations déjà bien sécurisées, la sécurité affective, l'attachement, quand ça c'est déjà bien mis en place, ça constitue les racines de cet arbre qui va petit à petit grandir, et c'est le chemin de la vie qui démarre pour cet enfant, avec des compétences sociales bien ancrées qui vont permettre le développement global dans les meilleures conditions. C'est super. Et bravo pour tout ce que vous faites, c'est hyper inspirant, et surtout je trouve que vous en parlez avec grande passion, donc c'est fort comme message, et merci beaucoup pour ce témoignage. On est déjà à la fin de notre échange, mais je suis ravie d'avoir mis en avant votre beau travail et celui de tous les membres de l'association. On remettra toutes les références en description du podcast, parce que comme vous l'avez bien dit, vous avez besoin d'aide, et nous on est ravis de mettre ça en avant. Donc merci 1000 fois pour tout ce que vous faites, et merci pour votre temps pour cet enregistrement. Merci beaucoup Stéphanie, c'était un plaisir d'échanger avec vous, et merci de ce que vous faites vous. C'est adorable. Merci, au revoir. Au revoir.